Cet après-midi, je vous raconte une terrible opération visant les Juifs à Paris, mise en place à l'été 42 sous le régime de Vichy, où la véritable histoire de la rafle du Vélodrome d'hiver qui a fait des milliers de déportés et de morts. Quelles ont été les différentes étapes de la rafle du Veldiv ? Quelle a été la responsabilité de la France dans cette vaste opération criminelle ? Comment ne pas oublier alors que les derniers témoins disparaissent ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 16 juillet 1942, il est 5h du matin, lorsque des policiers parisiens s'engouffrent aux 50 de la rue de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. Ils ont des fiches d'arrestation avec des noms et des adresses. Ils cherchent des Juifs étrangers, la plupart d'origine polonaise, des Russes également, souvent installés en France depuis longtemps. Après avoir bouclé les issues, ils remontent les étages. Au premier, ils arrêtent Fajga Fistel, 35 ans depuis la veille, et son mari Leij, 36 ans, tricoteur. Au deuxième, chez les Schott, le mari est absent. On prend son épouse Mindla, 41 ans, avec leur fille Marguerite, 8 ans. Puis au troisième, c'est le tour des Greenberg. Le mari a été déporté en juin, son épouse et leur fils de 2 ans sont arrêtés. Au quatrième, la famille Tseveri a entendu les cris venus d'en bas. Il y a Adèle, la mère couturière, Nachman, son mari cordonnier, et leurs 3 enfants, Léon, 16 ans, Jacques, 18 ans, et le petit dernier Maurice, 9 ans et demi. La veille, il y a eu des rumeurs. Demain, on arrête tous les hommes, semblaient dire certains. Alors les ados sont réfugiés sur le toit, tandis que le père et le petit sont cachés dans les toilettes communes. Adèle refuse d'ouvrir, mais les agents forcent l'entrée. Ils l'ont traîné sur le palier, témoignera Léon. Ses pieds heurtaient les marches. Quand les policiers partent, Nachman rassemble des affaires pour préparer leur fuite. Mais les agents reviennent bientôt, alertés par la concierge, Madame Tavernier, qui a prévenu. Il y a encore des Juifs dans l'immeuble. Le père est arrêté avec le petit Maurice. La consigne est de ne pas séparer les enfants de moins de 16 ans de leurs parents. Les 2 grands sont laissés en liberté. Nés en France, ils sont français. Mon père a pris mon petit frère par la main, racontera ensuite Léon. Je ne les ai jamais revus. En seulement 2 jours, les 16 et 17 juillet 1942, comme les époux de Tseveri et leurs petits garçons, 12 884 hommes, femmes et enfants sont arrêtés dans la capitale et dans les villes de banlieue alentour par quelques 4 500 policiers parisiens. Pas un seul soldat allemand ne participe à l'opération. Les personnes arrêtées n'ont commis aucun délit. Elles sont raflées pour la seule raison qu'elles sont juives. Avant la fin d'août 1942, 5000 d'entre elles auront été gazées à Auschwitz, dont une majorité d'enfants. Au final, une centaine seulement survivront au camp nazi. Je vous fais cet après-midi, chers auditeurs, le récit de la rafle du Veldiv, qui reste la tâche la plus infamante, la plus monstrueuse du régime de Vichy, grâce aux travaux de notre invité Laurent Joly, qui dans son livre dissipe les légendes et approximations qui entourent depuis 8 décennies cette chasse à l'homme, qui, vous allez le voir, a été soigneusement planifiée pendant des semaines. En effet, dès juillet 1941, soit 1 an plus tôt en Allemagne, Reinhard Heydrich, le bras droit du Reichsführer SS Heinrich Himmler, reçoit pour mission d'établir, je cite, un plan d'ensemble des mesures organisationnelles, pratiques et matérielles nécessaires pour mener à bonne fin la solution finale souhaitée de la question juive. Le 20 janvier 1942, c'est chose faite. Lors de la conférence de Wannsee à Berlin, Heydrich fait adopter un plan qui prévoit l'extermination de 11 millions de Juifs dans l'ensemble de la sphère allemande. 6 mois plus tard, en juin 1942, le Troisième Reich fixe son application pour l'ouest de l'Europe. Des objectifs chiffrés sont avancés. 90 000 Juifs doivent être déportés en 3 mois. La France est le principal territoire occidental à devoir être, entre guillemets, déjudaïsé. Le 26 juin, le général Karl Oberg, délégué d'Himmler en France occupée, réclame à Vichy 40 000 Juifs et Juives en âge de travailler. Les Pays-Bas devront en livrer 40 000 aussi, et la Belgique 10 000 en plus. Vichy donne son accord sans hésiter. Dès octobre 1940, le gouvernement du maréchal Pétain
avait lui-même fait édicter une loi permettant au préfet d'interner, je cite, « les étrangers de race juive ». Par souci d'affirmer son pouvoir, Vichy revendique d'organiser la rafle. Pour Pierre Laval, le chef du gouvernement, c'est le moyen de revendiquer haut et fort sa politique de collaboration. Plus tard, dans l'été, il expliquera sa vision par ces mots. « L'alignement du problème juif français sur le problème juif allemand ne nous coûte rien et n'a pour nous que des avantages. L'avantage notamment de débarrasser le pays de ces juifs étrangers, des indésirables, ainsi qu'ils sont régulièrement qualifiés. » Deux demandes sont émises face aux exigences allemandes. On ciblera exclusivement les juifs étrangers alors que Berlin prévoyait un pourcentage de juifs français. Ensuite, alors que les enfants, selon les plans allemands, devaient être séparés de leurs parents lors des arrestations, en attendant qu'ils soient déportés à leur tour plus tard, Pierre Laval, avec un grand cynisme, propose de déporter les enfants en même temps que leurs parents afin de laisser croire à la population qu'il s'agit d'un simple refoulement de familles juives étrangères. Mais on respectera le nombre d'arrestations demandées, promet le jeune et ambitieux René Bousquet, le secrétaire général de la police, qui sera le grand ordonnateur de l'opération. Bousquet se voit comme le protecteur de l'administration française. Il s'agit là de montrer qu'elle est efficace. Presque une question d'honneur national. La rafle qui s'annonce est d'abord une affaire administrative. Il s'agit d'établir des listes, des critères, des consignes. La police française a déjà une expérience de fichage et de chasse aux étrangers avant même Vichy. En effet, à l'automne 1939, après le déclenchement de la guerre, 18 000 ressortissants de pays considérés comme ennemis sont internés, surtout des Allemands et des Autrichiens, bien que la plupart soient des réfugiés ayant fui le nazisme. En mai 1940, tandis que la Wehrmacht déferle, des ressortissants allemands sont convoqués et on procède aux premiers internements massifs. Après la défaite, 2 vagues d'arrestations de juifs ont lieu à Paris sous supervision allemande. Comme des répétitions générales, 2 méthodes différentes sont utilisées. En mai 1941, 6500 convocations sont lancées. Les destinataires sont, je cite, « invités à se présenter pour examen de situation ». Bilan, les 3700 juifs qui répondent à l'appel sont aussitôt internés. En août, autre dispositif. On procède au bouclage du 11e arrondissement. Les stations de métro sont fermées, des barrages mis en place. Résultat, 3000 nouvelles arrestations. Pour la rafle de l'été 1942 qui s'annonce, le changement d'échelle impose une nouvelle méthode. Il n'est pas question de s'en remettre au hasard. Tout doit être planifié. Le préalable de l'opération, c'est l'existence d'un fichier de tous les juifs résidant à Paris et en banlieue. C'est un jeune SS fanatique de 27 ans qui en a imposé la réalisation dès 1940. 151 000 juifs sont répertoriés et inscrits dans un fichier central et 4 sous-fichiers thématiques. En 1941, un nouveau recensement vient encore améliorer le fichage. Les 7 et 10 juillet 1942, 2 conférences fixent précisément les modalités de la rafle. 27 400 fiches d'arrestation sont préparées, qui seront distribuées le matin du 16 juillet à 1600 équipes composées chacune de 2 policiers. Le reste du quota devrait être fourni plus tard par la province et la zone libre. On évoque également l'évacuation vers l'Est. La Gestapo a prévu le départ de 22 convois ferroviaires de 1000 juifs et juives en 40 jours. Tout est prévu, programmé. La rafle maudite peut commencer. Une gigantesque opération faite d'une multitude de drames individuels, où parfois un hasard, un détail, a fait basculer des destins. Aux 3 rue Castex, dans le 4e arrondissement de la capitale, Estera Frenkel, 29 ans, est arrêtée avec son fils Richard, né le 21 juin 1940. Selon les modalités établies par circulaire, les mères ayant eu un enfant de moins de 2 ans sont épargnées. Mais le petit, à 9 jours près, est né avant le 1er juillet 1940, la date limite retenue. Le commissaire est intraitable. La mère est déportée le 7 août. Le garçonnet part à Auschwitz le 11 septembre. On ne les reverra plus. Dans le 3e arrondissement, cette fois à la hauteur de la rue des Archives, un étudiant, Roger Boussineau, assiste à une scène poignante. Une femme traînée par des policiers parvient à s'échapper et se précipite sur un curé qui passe par là. Elle agrippe sa soutane. Les 2 mains de cet homme, raconte le témoin, se portèrent sur celles de la femme, luttèrent longuement avec entêtement pour les décramponner, doigt après doigt,
puis par des coups secs sur les poignets, jusqu'à ce que la malheureuse tombât de tout son long sur le trottoir. Plusieurs commissaires d'arrondissement, outrepassant leurs consignes, ont recommandé à leurs équipes d'enfoncer les portes quand on ne leur ouvre pas. Celui du 20e prend même l'initiative de distribuer tisonniers et pince-monseigneur à ses hommes. De nombreux policiers préfèrent pourtant repartir quand on ne leur ouvre pas. Ils venaient régulièrement le soir vers 7 heures, je crois, et le matin vers 6 heures, se souvient Alice Mendelssohn, qui vivait au 117 rue d'Henrémont dans le 18e. Il tapait fort, on n'ouvrait pas. On a de la chance qu'il n'ait pas défoncé la porte. Concernant les enfants, deux consignes contradictoires ont en réalité été établies. Dans l'une d'elles, datée du 12 juillet, il est indiqué que les enfants seront emmenés avec les parents, sauf si un membre de la famille non arrêtable reste dans le logement. C'est peut-être une grand-mère de plus de 55 ans, une sœur ou un frère français de plus de 16 ans. Cette disposition ne figure en revanche pas dans la circulaire du 13 juillet qui a été remise au commissaire. Chanceux au tirage de cette cruelle loterie, selon que les policiers appliquent l'une ou l'autre règle, des enfants échappent ainsi à la mort. Jenny Plocky, âgée de plus de 16 ans, est française, n'a pas de fiche d'arrestation à son nom, mais elle accompagne ses parents et son petit frère Maurice, âgé de 14 ans, et français lui aussi, qui ont été emmenés. Le commissaire est prêt à les libérer, mais il doit vérifier que les deux enfants sont bien français. L'attente dure 2 heures. Ce sont les 2 heures les plus importantes de ma vie, témoignera Jenny. Ma mère me dit tout ce qu'elle pense devoir me transmettre, tout ce que je dois savoir, tout ce qu'elle sait de la vie. Pendant tout ce temps, mon père lui tient la main. Quand ils se séparent, les parents confient à Jenny et à son frère le peu d'argent qu'ils ont, leur montrent leur alliance. Ils partiront pour Auschwitz le 27 juillet 1942. Ce sera leur dernier voyage. Au milieu des drames, il y aura des leçons d'humanité, des solidarités, des voisins qui offrent un abri, des concierges qui prétendent qu'une famille a déménagé, et aussi des policiers qui ne se résolvent pas à participer à l'ignominie. Au 119 de la rue de Belleville, dans le 19e arrondissement, Annette Zeidman, 8 ans à l'époque, se souvient du policier qui est venu frapper à la porte. Il a dit « Préparez vos affaires, je reviens vous chercher dans un quart d'heure ». Quand ma tante a entendu les pas s'en aller, elle nous a dit « On va se sauver, vous faites pas de bruit, vous courez avec moi ». On a descendu 2 étages. Le policier était en train de regarder la vitrine de la librairie qui était en bas. Ma tante a tremblé de tout son corps et il n'a pas bougé. Il a fait semblant de ne pas nous voir. Les fugitifs repartent et trouvent peu après refuge chez une connaissance. Au fil de ces 2 jours qui sèment la panique dans de nombreux quartiers, les personnes arrêtées sont d'abord regroupées dans des écoles, des garages, des casernes de pompiers, des commissariats, avant d'être dirigées vers le palais des sports du Vélodrome d'hiver dans le 15e arrondissement, pour les familles, ou vers le camp de Drancy, au nord-est de Paris, pour les adultes seuls. Le Veldiv et Drancy sont dès lors les antichambres de l'enfer. Et si l'organisation de la rafle a été soigneusement planifiée, rien n'a été prévu pour accueillir des milliers de familles dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver. Pendant 2 jours, au cœur de l'été 42, les Parisiens assistent à un incessant balai d'autobus bondés, escortés chacun d'une voiture de police. Sur les plateformes arrière, rapportera un témoin, on voyait un agent de police cerné de paquets de valises et de toutes sortes de baluchons. 5000 adultes seuls, des femmes en majorité, car beaucoup d'hommes ont déjà été internés lors des précédentes rafles, sont donc envoyés au camp de Drancy. Dès leur arrivée, ils sont fouillés. La police des questions juives, composée de voyous, pille sans vergogne tous les biens précieux que les malheureux ont pu emporter. Les familles, 8000 personnes environ, dont la moitié d'enfants, sont quant à elles dirigées vers le Vélodrome d'hiver. L'après-midi du 16 juillet, André Bord, le vice-président de l'UJF, l'association juive obligatoire créée à la demande des Allemands, arrive sur les lieux. La vaste enceinte grouille de haut en bas, décrit-il. Nous pénétrons sur la piste centrale par le tunnel. Spectacle. Une foule énorme dans des tribunes, des milliers de gens assis occupant avec leurs ballots et valises les fauteuils autour d'eux. C'est un chaos indescriptible. Nous allons tous mourir, ils vont tous nous tuer, hurle soudain cette femme avant de tomber en syncope. Vers 11h du soir, une grande clameur éclate. Les internés à bout de nerfs crient, frappent des pieds. Les gens criaient « Liberté, libérez-nous !» Cela a été une nuit terrible, se souviendra un enfant.
Le matin du 17 juillet, après une première nuit éprouvante, Rachel Poliakevitch, qui a été arrêtée rue Vieille du Temple, parvient à écrire à une voisine. « Nous n'avons plus grand-chose à manger, nous manquons de presque tout. Ce n'est pas possible qu'une chose aussi horrible nous soit arrivée. » Une femme devenue folle est liée sur un brancard, rapporte encore André Beau. Une autre a cherché à tuer son enfant avec une bouteille. Un autre enfant fut amené, les veines du poignet presque sectionnées par sa mère. Maurice Stulzaft, arrivé le 17, écrit à son épouse « La nuit, je n'ai pas fermé les yeux. Il n'y avait pas de place pour s'allonger, les bruits et les cris et les pleurs des enfants. Déjà, chaque femme et ses enfants est un monde de misère. Jamais on n'aurait pu imaginer pareille chose. Parquer la pire que des bêtes, sans aucun soin d'hygiène, 2 cabinets toujours occupés pour des milliers de personnes. Des infirmières, des pompiers, des assistantes sociales tentent d'apporter leur aide. Dans le bâtiment voisin du Vélodrome, l'usine des engrenages Citroën donne sur la petite cour attenante au Veldiv. Du premier étage, par la fenêtre, des ouvriers lancent du pain aux internés. Des exemptions ont été prévues, notamment pour les femmes enceintes dont l'accouchement serait proche, les femmes de prisonniers de guerre, les juifs ou juives mariés à des non-juifs. Mais les libérations sont rares. Les plus nombreuses concerneront les ouvriers fourreurs pour la plupart, qui travaillent dans les ateliers fournissant gants et manteaux à la Wehrmacht. Le dimanche 19 juillet commence l'évacuation du Veldiv vers 2 camps du Loiret, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Plus de 7500 personnes sont transférées en 3 jours, dans un enchaînement infernal. Dès la fin juillet, un premier train de raflée du Veldiv en direction d'Auschwitz est organisé. Une grande confusion règne dès lors, en particulier au sujet des enfants, dont la grande majorité sont français. On fait partir les adultes en premier, provoquant de déchirantes séparations, alors même que les parents ne se doutent pas que leurs enfants les suivront bientôt, seuls et livrés à eux-mêmes sur le chemin de la mort. Le 13 août, un télégramme arrive des services d'Eichmann à Berlin. Il indique que les enfants pourront désormais être répartis dans les convois en direction d'Auschwitz. La plupart âgés de moins de 13 ans sont transférés en urgence vers Drancy. Rosette Schkolnik, 14 ans, dont les parents ont été déportés le 31 juillet, écrit à des amis « Je me rapproche, je crois, du chemin de la liberté. Je suis contente, je reste en France. On m'a coupé les cheveux, je vous mets une mèche. On va à Drancy, c'est un centre de libération, j'espère. » Hélas, le 17 août, un premier convoi de 580 enfants quitte le camp pour un voyage sans retour vers l'Est. Les plus jeunes ont seulement 2 ans. Le 19, le 21, le 24 août, de nouveaux convois emportent des centaines d'enfants, en majorité français. Auschwitz sera le terminus de leur courte vie. Le pire est arrivé, et vous allez voir que cette monstrueuse vérité sur la rafle a mis très longtemps à être admise dans les livres d'histoire de France. De nouvelles arrestations ont lieu jusqu'à la fin de l'été 42. Mais pour les Allemands, comme pour le secrétaire général de la police, René Bousquet, la rafle est un échec. Plus de 15 000 fiches d'arrestation n'ont pas été exécutées. La faute en particulier à des fuites policières massives. La veille de la rafle, la rumeur circule déjà dans de nombreux quartiers. En réalité, à Paris, à cette époque, un juif pouvait prendre le risque de demander de l'aide à un policier dans la rue et espérer tomber sur un patriote qui prenait un risque limité à l'aider. Une situation inenvisageable à Berlin ou à Varsovie. Autre déconvenue, contrairement à ce que prévoyait Vichy, l'opération crée une vive émotion dans l'opinion publique. L'ancien député Pierre Bloch rapporte une conversation entendue dans un train le 16 juillet. En voici quelques mots. Ils ramassent même des enfants, des bébés, s'indigne un Parisien devant tout le compartiment. Ils ont arrêté à côté de chez moi une jeune femme. La bonne réussit à cacher la petite de 5 ans. Mais la petite a appelé sa mère. La censure allemande interdira à la presse parisienne de parler de la rafle. Lors des opérations ultérieures organisées par Vichy en zone libre, René Bousquet devra renoncer à arrêter les enfants. À la fin de la guerre, on va totalement occulter la participation française à la rafle du Veldiv. Jusqu'au début des années 80, note notre invité, l'historien Laurent Joly, comme je vous le disais, les manuels scolaires la décriront comme une opération exécutée par les seules autorités nazies. La grande histoire de la France et des Français, publiée chez Larousse en 1972, sous la direction d'André Castelot et d'Alain Decaux,
affirme qu'elle fut conduite par les Allemands, aidée de Darquier de Pellepoix, tandis que, je cite, Pétain s'indigne en vain. Mais la légende de Pétain protecteur des Juifs français est une falsification de l'histoire. La vérité, c'est que l'homme et son régime ont envoyé à la mort plus de 3000 enfants français, auxquels il faut ajouter des centaines d'adultes français devenus apatrides après leur dénaturalisation par Vichy et qui seront eux aussi assassinés. Le gouvernement de Vichy n'a pas cherché à résister aux demandes allemandes en s'appuyant sur la Convention de La Haye et la Convention d'armistice. Pire, il est allé au-delà de celle-ci, qui réclamait seulement des adultes en état de travailler. Jacques Chirac sera le premier président français à donner à l'événement sa véritable mesure. En 1995, enfin, il prononce les mots « La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. » Voilà qui est dit. Europe 1, historiquement vôtre. Laurent Joly, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La légende de Pétain protecteur des Juifs français est une falsification de l'histoire. Or, cette thèse du moindre mal continue d'être véhiculée par certains qui persistent et signent sur des plateaux de télévision, dans des studios de radio. Qu'est-ce qui a rendu possible la construction de ce mensonge ? Ce mensonge, il était presque inévitable parce que le crime est tellement énorme que c'était difficile d'assumer. Et forcément, lorsque le maréchal Pétain est passé devant la Haute Cour de justice en 1945, ses avocats ont inventé cette thèse. Cette thèse, elle a déjà pris la forme d'une formule assez efficace et qui va duper beaucoup de gens, qui est celle du glaive et du bouclier. Le maréchal Pétain dit « Moi, j'étais le bouclier de la France et le général de Gaulle, c'était l'épée, c'était le glaive. Et en toutes circonstances, j'ai essayé d'être le bouclier, y compris vis-à-vis des Juifs. Vis-à-vis des Juifs, j'ai été le bouclier des Juifs français et j'étais obligé de sacrifier des Juifs étrangers. » Donc vous voyez, c'est un argument de défense qui va être développé par Maître Izorni, qui était l'un des principaux avocats de Pétain pendant le procès, et qui va s'imposer comme ça dans le récit des défenseurs de Vichy. Évidemment que les gens qui avaient été victimes de ce crime savaient que c'était un mensonge. Mais ça a mis du temps à s'imposer. Puis vous avez aussi ce fait que la préfecture de police de Paris, ces agents, ce sont les héros de la libération. On se rappelle tous de ces images formidables, des combats devant la caserne de la Cité, quai Saint-Michel. Et donc, c'était difficile de dire ces mêmes héros ont aussi été des complices d'arrestations massives de Juifs. Donc, c'est tout ça qui explique l'immensité de ce crime et le fait qu'il était difficile de mettre en accusation les policiers. Et c'est ça qui explique qu'il y a eu un phénomène d'occultation. Ces 16 et 17 juillet 1942, 12 884 femmes, hommes et enfants ont donc été arrêtés par la police française au cours d'une opération orchestrée, certes par le régime de Vichy. Dans votre livre « La rafle du Veldiv » qui reparaît en poche, vous démontrez de manière implacable la responsabilité de l'État français dans cette opération et vous donnez une dimension humaine à ce drame. Car derrière ces chiffres, il y a des noms, des histoires, de nombreux visages que l'on retrouve d'ailleurs dans le cahier photo de votre livre. Cette histoire incarnée est essentielle pour qu'on prenne bien mesure de l'ampleur du drame humain qui s'est joué ce jour-là. Absolument. Dans ce livre, j'ai voulu faire deux choses. D'une part, expliquer la rafle du Veldiv comme un engrenage criminel. C'est-à-dire que si on ne la lit pas comme ça, on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est un engrenage criminel. Donc, qui commence par des décisions. Ces décisions, elles sont prises par des hommes. Donc, effectivement, à chaque niveau, on a des êtres humains. Le maréchal Pétain, Pierre Laval, chef du gouvernement, René Bousquet, ne sont pas des monstres. Sont peut-être même pas des antisémites. Ce sont des hommes qui ont fait le choix de la politique de collaboration et qui considéraient, surtout à ce moment-là, on est fin juin, début juillet 1942, à ce moment-là, on pense vraiment que l'Allemagne va gagner la guerre. D'ailleurs, l'Allemagne a ses derniers grands succès, que ce soit sur le front russe ou que ce soit en Afrique. Et donc, ils se disent, il faut qu'on aille au-devant. Il faut que, si les Allemands réclament à ce moment-là 40 000 Juifs, il faut leur donner. Donc, c'est le début de l'engrenage criminel, qui va s'accompagner d'un déni. Parce que René Bousquet imagine que 40 000 Juifs, ça va être facile à livrer. Il y a plein de réfugiés en zone libre, il y a des réfugiés étrangers, mais la plupart des Juifs, ils sont à Paris. Et ces Juifs, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des étrangers en situation régulière, ce sont des
des immigrés normaux, voilà, des gens qui n'ont rien à se reprocher. Et donc, on va aller prendre des gens qui sont là en France depuis 20 ans, 30 ans, 15 ans. Et donc, ça va forcément entraîner une réaction de la population que le gouvernement de Vichy n'a pas anticipée. Et là, l'engrenage se continue. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'à chaque niveau, il y avait des possibilités de choisir, de dire non, de dire oui, de faire du zèle ou pas. Et on le voit également au niveau des équipes d'arrestation, des commissaires, etc. Vous côtoyez les derniers témoins, je pense à Alice Mendelssohn, avec qui vous avez écrit un livre paru cette année, ou à Joseph Schwartz. Tous deux ont réchappé à la déportation, mais ont vu leur famille décimée par les rafles. Comment réagissent-ils quand sont relayés des propos qui nient la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs français? Ils le vivent d'autant plus mal, et c'est ce que j'ai aussi voulu montrer dans ce livre, c'est que quand on est au niveau des gens, on se rend compte que cette reconstruction, cette idée, le moindre mal, et c'est du vent, ça ne repose sur rien. Alice Mendelssohn, elle était en France depuis le début des années 20. Ses parents sont venus comme immigrés. Ils n'ont pas été naturalisés parce qu'ils n'avaient qu'une seule fille. Vous savez, à l'époque, on naturalisait des gens qui avaient des étrangers qui avaient des garçons. Mais elle était vraiment française et ses parents étaient complètement assimilés. Joseph Schwartz. Joseph Schwartz, c'est vraiment l'exemple typique. Joseph, c'est devenu un ami comme Alice. Il a 96 ans, Alice a 98 ans. Et Joseph, ses parents étaient venus au tout début des années 20 et ils avaient été naturalisés. Ils avaient été naturalisés, vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est l'une des découvertes que j'ai faites en travaillant sur mon livre, c'est que parmi les 27 400 fiches, personnes visées, il y avait des centaines et des centaines de juifs qui étaient français et qui avaient été dénaturalisés par Vichy, par une commission de révision des naturalisations qui faisait vraiment de l'antisémitisme actif. Et quand j'ai découvert le dossier de Joseph Schwartz, c'est accablant. On voit qu'ils ont été dénaturalisés uniquement pour des motifs mesquins, antisémites. Alors le prétexte du magistrat, c'est ils sont rentrés comme le mari prétendait qu'il était mineur, il disait qu'il allait être ouvrier et en fait il a ouvert un commerce de brocanteur. Vous voyez, le mythe antisémite du juif boutiquier qui fait des affaires. Et c'est pour cette unique raison qu'ils ont été dénaturalisés. Et que le 4 juillet 1942, vous avez 10 jours avant la rafle du Veldiv, ils ont dû pointer au service des étrangers de la préfecture de police de Paris pour récupérer une nouvelle carte. Donc on voit très bien que Vichy n'a absolument pas protégé les juifs français, puisque vous voyez qu'il y en a des centaines français, et je ne parle même pas des enfants. Sur les enfants, c'est absolument indéfendable. Comment ces enfants sont français à titre définitif, c'est-à-dire que Vichy ne les a même pas dénaturalisés quand ils ont dénaturalisé les parents. Joseph, par exemple, est resté français, parce qu'il était né sur le sol français. Donc voilà, il y a que dire devant un tel mensonge qui est un mensonge qui est vraiment destiné à essayer d'atténuer la responsabilité écrasante prise par le maréchal Pétain, Pierre Laval et son chef de la police René Bousquier en juin-juillet 1942. Au moment de la rafle, de nombreux policiers, on l'a raconté, ont fait du zèle, dont d'autres ont feint de ne pas voir, de ne pas entendre. On voit d'ailleurs que selon les arrondissements, les taux d'arrestation varient beaucoup. Quels sont les plus touchés et ceux qui, à l'inverse, ont des taux d'arrestation les plus faibles, Laurent Joly? Alors ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Vous voyez, là, on est vraiment dans l'explication complexe. D'abord, ce que je constate, c'est que plus on est proche du centre de Paris, c'est-à-dire là où il y a le cœur, la préfecture de police de Paris, vous savez, c'est au cœur de Paris, plus l'information a circulé. Et plus les gens ont pu prendre... Alors quand j'ai l'information a circulé, c'est dire qu'il y a eu des fuites. Des rumeurs. Des rumeurs oui. qui partent directement des services du fichier, parce que tout ça, vous l'avez dit, ça a mis du temps à s'organiser. On a mis des semaines à organiser la rafle du Veldiv. Donc vous avez déjà des fuites là. Puis vous avez ensuite les policiers, quand ils ont été prévenus qu'ils allaient devoir arrêter des juifs, il y a eu des fuites. Donc on voit qu'il y a un effet lié à la présence. Vous voyez, dans le 3e arrondissement, dans le 4e arrondissement, dans le 10e, dans le 11e, l'information, elle a mieux circulé que quand vous vivez dans les arrondissements périphériques ou quand vous vivez en banlieue. On voit un taux d'arrestation qui est beaucoup plus élevé en banlieue, par exemple, qu'au cœur de Paris. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est assez difficile à saisir, mais qui est lié à la diffusion de la rumeur et ce que les gens ont compris de ce qui allait se passer. Mais il y a aussi l'attitude des policiers. Ça, j'ai vraiment porté mon attention là-dessus, parce qu'on se rend compte que d'un arrondissement à l'autre, en fonction du zèle du commissaire, il peut y avoir des résultats terribles. En fait, le commissaire d'arrondissement, c'est lui qui est au cœur. C'est lui qui va donner les ordres, c'est lui qui va organiser les équipes, c'est lui qui va même organiser les méthodes. Elles ne sont pas les mêmes d'un arrondissement à l'autre. Et là, on voit des résultats spectaculaires. Dans le 12e arrondissement, par exemple, vous avez un commissaire qui est très zélé, qui est très antisémite, pour différentes raisons que j'explique dans mon livre. Mais
vraiment, lui fait du zèle. 62% des gens recherchés vont être arrêtés. En revanche, dans le 2e arrondissement, on a un commissaire qui prévient. Il connaît des juifs allemands, il connaît des juifs autrichiens, il connaît des juifs russes, et il va les prévenir. Il a aussi un secrétaire de commissariat qui est résistant. Donc, tout ça explique que dans le 2e arrondissement, 20% seulement des gens ont été recherchés. Donc, on voit qu'à tous les niveaux, il y avait des marges, et y compris chez les équipes d'arrestation. Vous citiez tout à l'heure le cas d'Alice Mendelssohn. Dans le 18e arrondissement, malgré un commissaire très zélé, les équipes d'arrestation qui sont venues taper à la porte de la famille d'Alice Mendelssohn, ils n'ont pas osé défoncer la porte. Alors que le commissaire avait donné cet ordre-là. Mais comme la concierge avait été sympa, qu'elle avait dit « je crois qu'ils ne sont pas là », ils n'ont pas insisté. Et au bout de 3 jours, Alice et sa mère ont pu fuir en zone libre. Laurent Joly, les familles arrêtées ont été parquées au Vélodrome d'Hiver pendant plusieurs jours dans des conditions inimaginables, innommables. À l'intérieur, c'est le chaos et vous le racontez dans votre livre avec force de détail. C'est effroyable. C'est effroyable. Vous voyez, c'est l'engrenage criminel qui se continue. Vous avez Bousquet qui s'est arrangé, le chef de la police de Vichy, avec les Allemands, qui leur a dit « je vous donnerai le nombre de juifs étrangers que vous voulez ». Donc Paris, c'est un objectif, 27 400 fiches d'arrestation, c'est absolument énorme. Il n'y a pas une opération en Europe de l'Ouest qui sera aussi importante. Donc vous voyez qu'il y a cet impératif du chiffre qui pèse sur ces agents ordinaires de l'État. C'est la police municipale qui est... Et donc, on va se focaliser sur comment en arrêter le plus possible, et on va complètement perdre de vue le fait qu'on va en interner dans cette grande salle des sports pendant plusieurs jours. On oublie complètement, on n'organise rien. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Comment on va les nourrir? Comment ils vont dormir? Rien n'est organisé. Donc c'est le chaos. Et la prise de conscience, c'est ça qui est terrible, c'est que les victimes, quand elles ont été arrêtées, elles ne comprenaient pas tellement ce qui se passait. Mais quand elles ont été au Veldiv, là, elles ont compris qu'elles étaient prises au piège et qu'elles n'allaient sans doute pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'elles pensaient à ce moment-là qu'elles avaient de bonnes chances de mourir, que c'était vraiment la catastrophe qui s'était abattue sur elles. Et ça, c'est vraiment l'effet de la politique de collaboration de Laval, qui s'est engagé à livrer, avec Bousquet, le nombre de juifs étrangers sans penser aux conséquences humaines. De nombreux Parisiens ont vu leurs voisins disparaître pour ne plus jamais revenir. Que savait-on de ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait des informations qui circulaient dans la population? Alors, il y a des informations qui commencent à circuler, mais est-ce que c'est des rumeurs ou pas? Vous savez, au début du mois de juillet 1942, donc quelques jours avant la rafle du Veldiv, sur la BBC, il y a eu un reportage qui expliquait qu'en Pologne, il y avait 700 000 juifs polonais qui avaient déjà été assassinés par le gaz. Donc il y a des informations qui commencent à circuler. Les gens écoutaient beaucoup la radio de Londres. C'était la radio du général de Gaulle qui avait diffusé ce reportage. Donc il y avait des informations qui commençaient à circuler. Et on se doutait bien que, vu les conditions d'arrestation, vu les conditions d'internement, il n'était pas imaginable que le sort des juifs soit meilleur là où on allait les envoyer mystérieusement en Pologne. Donc il y avait la conscience qu'un crime était en train de se dérouler. Et d'ailleurs, dans les protestations qu'il va y avoir, il va y avoir des protestations publiques d'évêques en zone libre. Il va y en avoir 2 qui vont dire les Juifs sont probablement destinés à la mort. Donc on avait conscience. Évidemment, on ne connaissait pas le détail. On ne savait pas les chambres à gaz, on ne savait pas les crématoires. Mais on savait qu'il se passait quelque chose d'absolument anormal et criminel. Même question concernant les autorités françaises. Que savait-on du sort qui attendait ces milliers d'hommes, femmes et enfants livrés à l'occupant? Est-ce que vous pensez que les autorités françaises savaient? Alors là, on rejoint un peu votre première question sur le mensonge, sacrifier les juifs étrangers pour sauver les juifs français. Il y a un déni. Ce déni, on le verra à la Libération, mais on le voit déjà en 1942. C'est-à-dire que vraiment, Laval a fait comme s'il ne voulait pas entendre. Il a évidemment des informations. Et lui-même, vous avez cité tout à l'heure son propos accablant. Il dit c'est notre intérêt, on va se débarrasser de ces juifs étrangers. À un moment où les Allemands réclament des centaines de milliers de travailleurs français dans les usines, à un moment où ils vont réquisitionner les Alsaciens lorrains dans l'armée, donc le sort des juifs étrangers, ça pèse pas grand-chose, et on s'en débarrasse de gaieté de cœur. Donc il y a eu un choix délibéré, même si on trouve certains témoignages, notamment impliquant René Bousquet, où René Bousquet se vante, il dit fin août 1942, j'ai liquidé 13 000 juifs, comme ça maintenant, ils se tiendront tranquilles. Parce que Vichy, évidemment, va accompagner ces opérations d'arrestation par de la propagande. Parce qu'on a bien compris que la population n'adhérait pas. Donc il va y avoir de la propagande pour faire croire que ces juifs arrêtés sont des indésirables, des trafiquants du marché noir, des criminels. Et Bousquet, c'est comme s'il y croyait. Il dit, j'ai débarrassé la France d'indésirables, et maintenant les juifs qui restent, les juifs français, que Vichy ne veut pas livrer. Vichy n'a aucune raison de vouloir livrer des juifs français, même s'il a sacrifié les enfants.
les Juifs, maintenant, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Et Vichy va continuer à en livrer, mais jamais autant qu'elle était 42. Parce que 25 000 Juifs en quelques semaines, Vichy a bien compris qu'il avait franchi toutes les transgressions possibles et inimaginables. Donc, il n'y aura plus jamais ces séparations, parce que c'est unique en Europe. On n'a jamais fait ça, on ne le fera plus jamais, d'avoir arrêté des familles entières, d'avoir séparé les parents de leurs enfants, d'avoir fait des convois séparés adultes-enfants. C'est un cas absolument unique en Europe de l'Ouest. Au total, Laurent Joly, sous l'occupation, combien de Juifs français ou étrangers, enfin de Juifs de France, hommes, femmes, enfants, furent arrêtés et déportés? Alors le total, c'est 74 150, dont la moitié durant cette séquence terrible de l'été-automne 1942. Donc on voit qu'il y a vraiment un moment 42. Parmi eux, 50 000 Juifs étrangers, 24 500 Juifs français. Donc vous voyez que les Juifs français n'ont absolument pas été épargnés par la politique de collaboration, puisque 80% de ces Juifs ont été arrêtés par la police française. En 1949, malgré une somme de documents accablants, malgré sa responsabilité même dans la déportation de 60 000 Juifs de France, René Bousquet, secrétaire général de la police et grand ordonnateur de cette rafle du Veldiv, est acquitté. Comment vous l'expliquez? C'est un scandale, c'est vraiment l'un des grands scandales de l'épuration. Ça s'explique parce que, d'une part, Bousquet a eu l'intelligence de faire durer son instruction, et puis surtout, il se trouve jugé en 1949. C'est le dernier procès de haute cour. Donc il y a une sorte de lassitude qui s'est emparée des jurés. C'est l'été 49, il y a envie d'en finir. Et donc Bousquet arrive à vraiment raconter des histoires et on ne l'interroge pas. Et sur les Juifs, par exemple, il n'y a pas une seule question des jurés. C'est tout à fait accablant. Et il s'en tire en étant condamné à l'indignité nationale, mais en étant relevé parce qu'il a aidé la résistance. Et effectivement, Bousquet, qui était un technocrate très intelligent, très opportuniste, a retourné sa veste en 1943, a aidé la résistance. On parlait il y a quelques instants des derniers témoins, Alice Mendelssohn, Rachel Jedinag, Joseph Schwartz, Esther Senot, tous nonagénaires aujourd'hui et qui ont tous témoigné, raconté ce qui s'est passé dans les médias, dans les écoles. Comment ne pas oublier ils ne seront plus là pour témoigner? Il faut se souvenir de leurs paroles, il faut faire de l'histoire, il faut faire des émissions de radio pour toujours rappeler ce qu'a été très concrètement la rafle du Veldiv. Les témoins, leur grand avantage, c'est qu'ils nous mettent dans le concret. Et ce concret-là, il ne faut jamais le perdre, parce que sinon, ce sont des idées abstraites, le moindre mal, des idées qui sont du vent. Un dernier mot, Laurent Joly, pourquoi est-ce qu'on a détruit le Vélodrome d'hiver? On l'a détruit pour des raisons purement... c'était un bâtiment qui était vieux, qui était plus aux normes. On voulait construire de nouveaux bâtiments. On n'a absolument pas pensé à ce moment-là que ça pouvait être un lieu de mémoire. Il y avait une plaque qui était déjà là. La plaque, pendant 3 ans, on l'oubliera. On la remettra en 1962. Mais voilà, et à l'époque, j'ai regardé les dossiers. Il n'y a pas un mot sur le fait que ça a été un lieu où on a parqué des Juifs pendant la guerre. Ça n'a pas du tout été vu comme ça. Merci beaucoup, Laurent Joly, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la rafle du Veldiv. Je rappelle que votre livre, qui nous a permis de proposer mon récit cet après-midi, La rafle du Veldiv, est réédité en format de poche dans la collection Chants de Flammarion. Je cite également votre livre Une jeunesse sous l'occupation, coécrit avec Alice Mendelssohn, paru chez Grasset, et qui est aussi un témoignage essentiel. Merci à vous. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.